Avant ça, le général de Gaulle jouissait lui aussi d'un avion fait sur mesure. De Gaulle, il était amoureux de sa Caravelle. Il avait des mots très affectueux, presque comme avec une femme, quand il parlait de son avion. La rapide, la sûre, la douce Caravelle. La Caravelle représentait vraiment l'image du renouveau industriel de la France. De Gaulle, il en était en quelque sorte le meilleur représentant. Le général, un VRP de luxe, qui voyageait à bord d'une Caravelle ajustée à sa hauteur. Il y avait notamment ce qu'on appelle un lit Grand Charles, parce que le président était très grand, il faisait 1,96 m. Et il pouvait se tenir debout dans l'avion, même avec son képi. Il pouvait même sortir de l'avion sans avoir besoin de baisser la tête. Donc c'était quelque chose qui était pour lui formidable. Il tenait à chaque fois à arriver dans un pays étranger à bord de son avion. Il s'est rendu dans les années 60 en tournée en Amérique latine. Et la Caravelle, c'était un avion de courte portée. Le général de Gaulle laissait la Caravelle prendre un petit peu d'avance pour faire des escales avec l'Islande, avec le Groenland, avec les États-Unis. Et 200 km avant la destination, finalement, le général de Gaulle atterrissait avec un Boeing. Il avait traversé l'Atlantique d'une seule traite. Et là, il rejoignait sa précieuse Caravelle pour pouvoir arriver à la destination. Et il se posait dans sa Caravelle. Une Caravelle pilotée par des militaires. Depuis près de 80 ans, c'est le même escadron de l'armée de l'air qui, à l'abri des regards, assure les déplacements des présidents français. Un escadron qui transporte le président, c'est quelque chose qui n'est pas commun. Et tout le monde veut savoir ce qui se passe dans l'avion du président de la République. Lui était aux premières loges. En 2001, après 8 ans dans l'armée de l'air, Cyril Aubry est promu pilote de président. La mission est particulière. On n'arrive pas là par hasard. Le président Jacques Chirac était vraiment un passager très agréable à transporter. C'était quelqu'un de très humain, très chaleureux. Il venait dans le cockpit, il venait discuter, il échangeait, il prenait du temps avec l'équipage. Pendant 6 ans, au service de Jacques Chirac, Cyril Aubry parcourt des milliers de kilomètres au fil de déplacements prévus et imprévus. On a une disponibilité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Le contrat, entre guillemets, c'était de pouvoir partir dans les 6 heures. À l'époque, la France dispose d'un Airbus A319, à même d'embarquer une quarantaine de passagers. Ça s'apparente finalement un peu à un avion d'affaires. La chambre à coucher du président était relativement sobre. Et il y avait une salle de bain équipée quand même correctement, puisqu'il y avait la possibilité de prendre une douche. Au cours de ces 2 mandats, Jacques Chirac écume la planète. L'avion présidentiel est alors pour lui un sas de décompression. Nous étions à son service et l'important c'était de faire en sorte que s'il avait des demandes, nous puissions les satisfaire. Il nous est arrivé de prolonger un vol pour que le président puisse bénéficier d'un petit peu de temps supplémentaire pour se reposer, en faisant tout simplement des ronds dans le ciel. Nous ne sommes pas soumis au créneau de la circulation aérienne. Nous ne sommes pas obligés d'attendre comme font les avions civils lorsqu'il y a beaucoup de trafic, etc. Il y a une priorité. Mais quelles que soient les exigences du président, à bord de l'avion présidentiel, le commandant de bord, c'est le pilote. Et s'il y a une décision finale à prendre, ça sera le pilote qui prendra la décision. Une règle élémentaire qui n'a pas toujours été respectée. 10 avril 2010, Smolensk, en Russie. Le Tupolev 154 du président polonais Lech Kaczynski s'écrase à l'atterrissage avec 96 personnes à bord. On a un chef d'État qui est pressé d'arriver pour des commémorations. La météo est exécrable. Il y avait du brouillard et le système qui était au sol ne leur permettait pas un guidage précis. Un pilote extérieur en situation normale aurait certainement fait le choix de se dérouter vers un autre aéroport. Sauf que dans l'avion, c'est pas n'importe qui. Le gars risque quoi? Risque de perdre son boulot s'il n'écoute pas le chef de l'État qui lui dit « maintenant il faut se poser ». Il perd son libre arbitre, il rentre en stress, en tunnalisation, c'est-à-dire qu'on ne voit plus l'ensemble des problèmes.
Ils ont directement tapé dans le sol, hors de la piste, sans visibilité, et la totalité des passagers sont morts. En plus du crash, l'autre menace majeure qui plane au-dessus des avions présidentiels est l'attentat. Particulièrement depuis le 6 avril 1994, le jour où tout un pays a basculé dans l'horreur. On a le président du Rwanda qui est en train de revenir d'une conférence internationale. Il est en approche sur l'aéroport de Kigali. Depuis le sol, il y a quelqu'un qui va tirer un missile pour abattre l'avion présidentiel. L'avion va se crasher. Toutes les personnes qui sont à bord vont mourir, avec les conséquences que l'on sait. Ça va déclencher la guerre civile et donc le génocide rwandais. En temps de guerre, les avions présidentiels sont des cibles de choix. Depuis le 24 février 2022, date de l'invasion de l'Ukraine, Vladimir Poutine se fait plus rare à bord de son Ilyushin 96. Il y a toujours un risque que l'armée ukrainienne abatte l'avion en vol. Désormais, quand Vladimir Poutine embarque pour un voyage présidentiel, son service de sécurité prend soin de brouiller les pistes. Ils prennent un gars qui ressemble plus ou moins à Vladimir Poutine. Ils le font monter dans un des avions présidentiels et l'avion s'envole dans une direction. Ensuite, Poutine lui-même monte dans un autre avion et il part dans la direction opposée. L'Ilyushin présidentiel est alors rejoint par des anges gardiens surarmés. Récemment, Poutine s'est rendu aux Émirats Arabes Unis puis en Arabie Saoudite, escorté de 4 chasseurs Sukhoi Su-35. Des Sukhoi capables de détecter des missiles à 400 km à la ronde. Et ces avions de chasse ne sont pas les seuls à assurer les arrières du président russe. En cas de guerre, nucléaire cette fois, Vladimir Poutine embarquerait immédiatement à bord d'un engin bien particulier, l'Ilyushin 80. C'est l'avion de l'apocalypse. Et quand on voit ce dinosaure russe avec ses antennes partout, ça fait froid dans le dos. Développé en pleine guerre froide, l'Ilyushin 80 n'est pas sans rappeler le Boeing E-4B américain. Comme les États-Unis avaient cet avion, l'URSS aussi devait avoir cet avion. Un appareil entièrement blindé dont tous les hublots sont condamnés.